Je laisse la parole à Gabrielle, présidente de Madrid Accueil, pour vous dire un petit mot. Tu as coupé les micros. Voilà, je reviens vers vous. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gabrielle Ruiz, présidente de Madrid Accueil. Je suis très heureuse d'introduire cette nouvelle conférence du pôle Madrid Accueil Pro, intitulée « Dépasser le développement durable, redevenir des terriens ». Redevenir des terriens, un titre qui interpelle, non? Alors, il est vrai que Madrid Accueil a choisi le développement durable comme fil conducteur de ce trimestre, mais on aurait pu s'attendre à un thème plus classique du genre les fameux ODD, Objectifs de développement durable, la finance à impact, voire même, pourquoi pas, l'entreprise face au greenwashing, sujet très à la mode. Bien non, Karine et Nathalie ont choisi de laisser ces sujets à Challenge ou à BFM Business, qui font ça très bien d'ailleurs. Et donc, le pôle pro sort de sa zone de confort et va au-delà, en allant trouver Olivier Hamon, très connu et passionnant dans son domaine, les sciences du vivant. Nous voilà donc prêts à le suivre pour nous aussi dépasser le développement durable. Comment? En nous intéressant aux plantes. Il semble qu'il y ait, à travers elles et plus généralement au travers des sciences du vivant, bien plus d'interactions qu'on imagine avec le monde économique, culturel et même social. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous souhaite donc à tous la bienvenue à cette conférence du pôle Madrid Accueil Pro, aux membres de la communauté business de Madrid et d'Espagne, à nos adhérents bien entendu, mais aussi à tous ceux qui nous ont rejoints des quatre coins du monde. Et là, on a noté la Suisse, la Belgique, l'Italie, les US, le Brésil, l'Allemagne, les Pays-Bas et bien entendu la France. Et là, on doit dire aussi merci à la FIAF, notre formidable réseau. Voilà. Sur ce, je passe la parole à Nathalie, en vous souhaitant à tous et à toutes une très agréable soirée. Comment les plantes acquièrent-elles leur forme? Et pourquoi les plantes sont-elles vertes? Est-ce vrai que les sciences de la vie nous apprennent l'inefficacité? Voici quelques questions qui se figurent parmi les objets de recherche de notre invité de ce soir. Merci beaucoup, Olivier, de nous faire l'honneur de votre présence en direct de Lyon. Biologiste renommé et directeur de recherche à l'INRAE, vous collaborez sur les sujets que je viens d'évoquer avec des chercheurs du monde entier. Né au pied des volcans d'Auvergne et passionné depuis votre adolescence par la biologie végétale, vous nous avez dit que ça vous avait pris très très jeune, vous êtes lauréat de nombreux prix et auteur de plus de 80 articles scientifiques. Et vous êtes aussi féru d'art contemporain et clarinettiste dans un groupe de jazz. C'est vrai. D'ailleurs, créer des ponts entre les disciplines vous anime, par exemple entre l'art et la biologie. Et c'est donc pas un hasard si l'une de vos fonctions actuelles est de diriger l'Institut Michel Serres, fondé en 2012 sous le parrainage du philosophe, au sein duquel biologistes, philosophes, géographes, sociologues mènent ensemble des travaux de recherche et de réflexion sur les ressources et les biens communs pour aller vers une société écologiquement et socialement solidaire. Vous tous qui êtes donc avec nous ce soir, vous saurez peut-être dans quelques instants pourquoi les plantes sont vertes, mais vous comprendrez sûrement pourquoi s'en inspirer nous permet d'espérer un développement durable, vers lequel vous nous dites, Olivier, que nous sommes déjà en marche. Je vous laisse donc la parole, Olivier, pendant environ 45 minutes, et on se retrouve donc tous à la fin de votre exposé avec les participants à notre conférence pour vous poser nos questions. Avec plaisir. Merci de l'invitation. Et donc, en effet, je vais vous faire un exposé sur aller un peu plus loin que le développement durable. Et donc, je vais partager mon écran d'abord. Alors, tac, tous les participants. Ok, tac. Voilà, donc normalement, vous devez voir mon écran. Faut que je passe en plein écran. Pardon, tac. Voilà, normalement, là, vous me voyez en plein écran, c'est bon le diapo, ok, parfait. Ok, hop,
Ça, je vais faire, voilà. Donc, du coup, voilà, donc on m'a déjà présenté, donc je vais passer tout de suite au cœur du sujet. Oups. Alors voilà, donc ça ne vous a pas échappé, donc on est dans une période de métamorphose avec le Covid-19. Donc je commence un peu par cette comparaison avec ce que vous voyez en bas, là c'est une chrysalide, donc c'est l'état intermédiaire entre une chenille et un papillon, donc c'est tout emballé. Et puis nous aussi, on est un peu emballés dans nos masques et nos visières et tout ça. Et donc en fait, c'est un peu un moment de réflexion. Enfin bon, c'est un moment de... Il y a plein de choses en ce moment Covid-19, mais c'est aussi un moment de réflexion pour penser au monde d'après. Et donc, bon, il y a évidemment plein de gens qui ont pensé au monde d'après, ils n'ont pas attendu le Covid-19, mais ça peut être le moment de penser à ça et de penser aux grands défis du siècle, grosso modo, et notamment le défi environnemental. Alors, l'époque dans laquelle on est, c'est l'Anthropocène. Alors, l'Anthropocène, c'est en fait le mot, ça veut dire nouvel homme, hein, nouvel humain. Et en gros, c'est un nom qui est emprunté à la géologie pour dire que c'est l'ère dans laquelle l'homme ou les humains ont un impact d'échelle planétaire. Donc, les humains ont occupé tout le territoire et donc ont une empreinte sur l'ensemble de la planète. Alors ça, c'est quelque chose qui s'est fait, on peut penser que ça s'est fait progressivement. C'est un petit peu ce qu'on lit dans les livres d'histoire, que les humains ont progressivement colonisé la planète et puis leurs impacts, ils ont construit des outils, ils ont domestiqué le feu. Donc progressivement, ils ont eu de plus en plus d'impact sur la planète. Et voilà, c'est quelque chose d'assez progressif, d'assez linéaire. Et en fait, donc les chercheurs qui travaillent sur la question de l'Anthropocène, en fait, se sont rendus compte que ce n'est pas du tout le cas, en fait. Donc ça, c'est première réalisation, enfin, quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête quand on travaille sur cette question-là, et en fait, je pense pour la société et pour les politiques également, enfin pour tout le monde, c'est qu'en fait, cette évolution, cet Anthropocène, il a 70 ans. Donc, nous sommes dans l'Anthropocène depuis 1950. En fait, en 1950, si vous prenez à peu près n'importe quel paramètre de la société, de l'environnement, donc voilà, la construction des barrages, l'utilisation de l'eau, l'utilisation de l'énergie, il y a un point d'inflexion en 1950 qu'on voit très bien sur toutes ces courbes, et c'est à peu près synchrone. C'est pas exactement pour tout, mais c'est grosso modo en 1950, ça part en flèche. Alors, bon, ça, on comprend bien, c'est le développement, mais c'est quand même une surprise que ce soit si récent, en fait. C'est très récent, en fait, ce nouvel état, en fait, cette symbiose ou cette fusion de l'humain avec la planète. Et évidemment qu'il y a des impacts sur l'environnement, et là aussi, les impacts sur l'environnement décollent à partir de 1950. Donc, vous pouvez penser au CO2, donc, qui est dans les médias beaucoup, mais aussi l'azote, les températures, etc. Enfin, si vous prenez à peu près n'importe quel paramètre de l'environnement, il se passe quelque chose en 1950 et ça décolle ensuite. Donc, quand vous montrez des courbes comme ça à un analyste des systèmes, il va vous dire que c'est une bifurcation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à partir de 1950, en fait, on a changé de régime. C'est que la planète, en gros, les 10 derniers milliers d'années étaient dans un certain régime, ce qu'on a appelé l'Holocène en géologie, voilà, c'est l'époque d'avant. Et en 1950, on passe à autre chose. Et donc ça, c'est assez radical, parce que ça veut dire qu'on change de régime, mais un régime qui était stable pendant 10 000 ans. Et là, on est en train de construire autre chose. Donc, alors, ça pose des tas de questions. Et donc, évidemment, donc je vais juste faire un petit constat. Je ne vais pas trop m'éterniser sur le constat, parce que je pense que vous êtes au courant, grosso modo, de ce qui se passe, mais c'est juste pour être sûr qu'on est bien tous au même niveau, on va dire, pour être sûr que voilà, on a à peu près les mêmes consciences de l'état de la planète, on va dire. Donc là, c'est l'idée de la crise climatique. Alors, c'est quelque chose qui est très médiatisé. Donc là, vous avez les fameuses rayures que vous avez certainement dû voir. Donc, quand c'est bleu, c'est froid. Quand c'est rouge, c'est chaud. Alors, il y a une différence de 1 ou 2 degrés entre les deux. Mais ça donne une idée. Donc, ça, c'est les températures en France. Donc, vous voyez en fait qu'on a des températures qui étaient, on va dire, de 1850 à 1950, c'était voilà, dans le bleu. Et puis, il y a un point d'inflexion en 1950, et puis il y en a un deuxième en 2000. Donc, les températures augmentent. Et donc, nous sommes ici. Voilà.
Donc, il fait plus chaud. Mais alors, le problème, c'est que là, mon titre, hein, c'est la crise climatique, hein, qui est ce que maintenant les scientifiques utilisent comme sémantique. Mais on entend encore parler de réchauffement climatique. Et alors, la sémantique a quand même un rôle, hein, parce que quand on parle de réchauffement climatique, on dit juste, oui, bon, 1 ou 2 degrés de plus, 3 degrés de plus. Bon, quand il fait 12, il fera 15. Bon, ce n'est pas si grave que ça. Alors, c'est là qu'il faut évidemment quand même revoir ça. Donc là, je prends juste un exemple, hein. Je ne vais pas trop m'éterniser sur la crise climatique parce que bon, c'est déjà très, très médiatisé. Mais quand même, juste un exemple pour illustrer le fait qu'une augmentation de 2 degrés aura des effets qui ne sont pas du tout linéaires. Ici, là, vous avez donc les températures dans le dernier million d'années. Et donc là, c'est les 20 000, j'espère que vous voyez ma flèche, donc là, c'est les 20 000 dernières années. Et vous voyez ici la température, donc ici au présent, hein, là, si on monte à plus 2 degrés, la dernière fois qu'il y avait plus de degrés, c'était à l'époque de l'Éhémien. Donc c'est à peu près il y a 120 000 ans. Donc c'est quand même pas si récent que ça, mais il y a 120 000 ans, on a atteint la planète, il y avait un plus 2 degrés par rapport à aujourd'hui. Alors, c'était un plus 2 degrés qui n'était pas dû à du CO2, hein, c'était dû à un léger tilt de la planète. Pour remonter à un plus 2 degrés dû à du CO2, il faut remonter à 14 millions d'années. Donc, ça dit des choses aussi, hein. Ça veut dire qu'en gros, en 200 ans, on a fait autant qu'en 14 millions d'années, hein. C'est quand même assez exceptionnel. Alors, pourquoi je prends l'Éhémien là? Parce qu'en fait, c'est intéressant, c'est il y a 120 000 ans. Donc, c'est quand même assez récent d'un point de vue géologique. Et du coup, on a plein de traces de ce qui s'est passé dans l'Éhémien. Alors, qu'est-ce qui se passait dans l'Éhémien? Donc là, je prends juste un exemple. C'est juste pour vraiment illustrer qu'une augmentation de 2 degrés, les effets ne sont pas linéaires. Là, ce que vous voyez, c'est un bloc de roche qui fait 1000 tonnes. Alors, les tempêtes aujourd'hui, là, en 2020, quand il y a des tempêtes, le maximum qu'elles peuvent déplacer, c'est un bloc de 100 tonnes, grosso modo, hein. C'est l'ordre de grandeur, quoi. Les plus grosses tempêtes, elles déplacent des blocs de 100 tonnes. Quand il fait plus de degrés dans l'Éhémien, les tempêtes déplacent des blocs de 1000 tonnes. Donc, il y a un facteur 10. Donc, vous pouvez aussi imaginer que des tempêtes qui déplacent 100 tonnes sont beaucoup plus fréquentes, évidemment, hein. Donc, c'est juste pour illustrer le fait que plus de degrés, ce n'est pas du tout anodin. Il y a beaucoup d'effets collatéraux, quoi. Alors, les autres, je continue mon constat, hein. Après, on va aller vers les solutions plus positives, mais pareil, je fais un petit peu l'état des lieux. Donc, la pollution de l'air, je prends juste un exemple de pollution. La pollution de l'air, c'est quelque chose qui est bien médiatisé également. Donc là, vous avez à Pékin, mais c'est aussi à Paris. Et donc, l'OMS, le directeur de l'OMS dit que la pollution de l'air, c'est le nouveau tabac. Donc, ce qui dit bien un peu les choses, quoi. Et donc, voilà, il a été estimé qu'il y a 9 millions de morts prématurées à cause de la pollution de l'air. Et il faut bien comprendre que ce chiffre-là est finalement assez faible parce qu'il y a eu énormément de progrès de la médecine. Donc, on peut faire beaucoup plus de prévention, etc. Donc, si la médecine était restée la médecine des années 50, il y aurait beaucoup, beaucoup plus de morts, hein. Donc, 9 millions de morts, c'est un chiffre énorme, hein, beaucoup plus que le Covid. Et pourtant, voilà, la médecine arrive à limiter un peu les dégâts. Mais bon, quand même, on vit dans une soupe voilà, un peu, enfin, voire même très polluée, quoi. Le deuxième exemple de pollution, c'est le plastique. Et là aussi, je ne vais pas m'éterniser, mais donc, il y a beaucoup de plastique dans les océans, il y a beaucoup de plastique dans les sols. En fait, il n'y a plus d'eau sur la Terre qui ne contient pas de microplastiques. Donc, toute l'eau de la planète contient des microplastiques. Et dans les océans, il est estimé qu'en 2050, il y aura autant de plastique que de poissons en masse, si on ne fait rien, hein. Mais si on continue sur la trajectoire actuelle, c'est ce qui est prévu. Et en fait, dès aujourd'hui, ça c'est aussi assez bien médiatisé, en fait, vu qu'il y a tellement de plastique dans l'eau, on estime qu'on ingère 5 grammes de plastique chaque semaine. En gros, il y a 2 microfibres de plastique par demi-litre d'eau. Donc voilà, une pinte de bière, c'est 2 microfibres, par exemple. Voilà, donc c'est juste, bon, voilà, c'est l'anthropocène, hein, c'est-à-dire qu'en fait, l'humain a fusionné avec la planète et donc du coup, ces produits sont dans l'environnement et maintenant, il n'y a plus vraiment de dualisme nature-culture, hein. On a un peu tout fusionné, y compris donc le plastique qu'on retrouve dans notre corps, quoi.
Voilà. Et donc, le dernier point, c'est sur la biodiversité, qui est un très, très gros sujet, qui est souvent assez mal compris parce que c'est plus indirect, les effets. Mais donc, aujourd'hui, on vit un effondrement de la biodiversité. Donc, ça, c'est aussi très bien médiatisé. Donc, on le comprend assez bien, en fait, quand on voit les chiffres globaux, en fait. Donc là, ce que vous voyez sur cette diapo, c'est la distribution, la répartition des vertébrés. Donc, les vertébrés, hein, c'est les mammifères, donc les humains, les mammifères. C'est aussi les reptiles, les oiseaux. Voilà. Donc, ça c'est tous les vertébrés sur les continents. Donc, là, je ne parle pas des océans, hein, uniquement sur les continents. Donc, ça a été estimé par Václav Smil, hein, qui est très, très fort pour ses grandes quantifications. Et donc, il trouve que 2/3 des vertébrés en masse sur les continents sont des animaux domestiqués, 1/3 en masse sont des humains. Et vous voyez que donc, les animaux sauvages, c'est moins de 3%. Donc, ça veut dire que dans l'Anthropocène, en fait, on a plus ou moins éradiqué la nature sauvage, quoi, enfin, les animaux sauvages. Alors, ça pose des tas de questions. Il y a des questions, un petit peu des questions morales, d'éthique, etc. Mais il y a des questions purement fonctionnelles associées à ça. C'est qu'en fait, cette biodiversité, c'est elle qui est à la base des services écosystémiques. Donc, les services écosystémiques, c'est ce que les écosystèmes, ce que la nature nous donne gratuitement. Donc, on pense souvent à l'eau et à l'alimentation. Mais en fait, ces services écosystémiques, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus larges que ça. Ils nous fournissent des matériaux, ils font la pollinisation qui va être liée à l'alimentation, mais aussi à tout le maintien des écosystèmes, le contrôle des maladies, la filtration de l'eau, la filtration de l'air, voilà, les cycles de la matière. Donc, c'est absolument fondamental. En fait, toute notre civilisation dépend des services écosystémiques et actuellement, ils sont gratuits, ces services écosystémiques. Et ils dépendent intégralement de la biodiversité. Donc, s'il n'y a plus de biodiversité, il va falloir en fait les faire nous-mêmes. C'est-à-dire que les humains vont devoir remplacer la biodiversité. Alors, on peut penser que c'est de la science-fiction, mais en fait, c'est déjà le cas. Et donc là, je vous présente un exemple. Donc, c'est dans le Sichuan, en Chine. Et ce que vous voyez ici, là, c'est un ouvrier agricole qui monte dans les vergers avec un petit plumeau là, et qui pollinise les vergers. Et il le fait lui-même parce que les abeilles ont été éradiquées. En fait, il n'y a plus d'abeilles. Et donc, l'humain devient un animal pollinisateur, en fait. Donc ça, c'est un des marqueurs, un des nombreux marqueurs de l'Anthropocène. C'est qu'en fait, l'humain est en train de remplacer les services écosystémiques qui ont été en fait annulés par la perte de biodiversité. Et sur le contrôle des maladies, qui est assez, disons, qui est contemporain de ce qui nous arrive là avec le Covid-19, en fait, quand on a compris que sur Terre, les gros animaux, hein, donc les mammifères, on va dire, voilà, des gros animaux qui sont éventuellement des vecteurs de virus pour les humains, si on a compris que 2/3, ce sont des animaux domestiqués et 1/3, ce sont des humains, il est évident que les virus vont aller soit dans des animaux domestiqués, soit chez les humains. En fait, ils ne peuvent plus aller ailleurs parce qu'il n'y a pas d'autres animaux, quoi. Donc, vous êtes au courant qu'il y a des zoonoses en permanence, hein, donc en gros des pandémies chez les animaux, et maintenant aussi évidemment des pandémies chez les humains. Donc, tant qu'on n'a pas restauré une biodiversité, ça va se maintenir. Ce n'est pas quelque chose qui peut disparaître aussi facilement. Donc là, je prends l'exemple des visons, qui est un des candidats comme animal transmetteur du Covid entre la chauve-souris et l'humain. Mais c'est une photo, ça, de 2017, qui était parue dans Libération, pour un petit peu mettre la lumière sur ces élevages intensifs de visons qui, on peut quand même se demander, est-ce que c'est encore tenable, ça, aujourd'hui ? Alors, on arrive, et après ces les deux dernières diapos là, je vais passer un peu plus aux solutions, mais on arrive un peu au constat en fait, qu'on a dépassé les frontières planétaires. Donc ça, c'est des frontières qui ont été estimées de façon quantitative par Johan Rockström et Will Stephen. Donc c'est en gros une espèce de vision globale des limites à ne pas dépasser sur la Terre. Et donc, alors, on voit qu'il y en a plusieurs, hein, des frontières. Donc, il y a des frontières qu'on connaît assez bien, par exemple l'acidification des océans. Hein, il faut juste prendre le pH, l'acidité de l'eau. Donc, ça, c'est facile à faire. Et on voit qu'on est encore bon. Vous voyez, le changement climatique, en fait, on arrive à la frontière, hein, mais ça peut surprendre que ce n'est pas la frontière, celle qu'on a le plus dépassée.
Celle qu'on a le plus dépassée, très clairement, c'est la biodiversité. Et c'est aussi les cycles de l'azote et du phosphore. Bon, ça, je pourrais revenir après, si vous voulez, dans les questions. Et puis, il y a d'autres frontières dont on ne sait pas si on les a dépassées ou pas, c'est la pollution chimique, parce qu'en fait, on manque de références. C'est très difficile d'estimer ça. Et alors, voilà, je vais finir par assommer tout le monde avec la diapo suivante, mais c'est juste pour que, voilà, on est entre nous, donc on peut dire les choses. Donc là, c'est le fameux rapport du Club de Rome des Meadows. Donc, c'est un rapport qui avait été commandé à la fin des années 60 par le Club de Rome, qui est un groupe d'entrepreneurs, d'académiques, de politiques, enfin, donc c'est assez divers, et qui voulait un petit peu prévoir la trajectoire globale de l'humanité. Et ce qui les inquiétait, en fait, à l'époque, c'était la baisse des ressources non renouvelables. Donc, les mines, typiquement. Donc, vu que ce n'est pas renouvelable, on voit bien qu'il y a un problème à un moment ou à un autre. Bon, ça, c'est des réflexions qui datent déjà de très longtemps. Au XIXe siècle, on se posait déjà ces questions-là. Et là, ce qui est nouveau, c'était d'utiliser un ordinateur, des algorithmes pour faire des modélisations, en fait, un peu pour prévoir ce qui se passerait, avec tous les autres paramètres, donc l'alimentation, la démographie, etc. Et donc, en 1972, en fait, c'est là que le rapport sort. Et ce que dit le rapport, c'est qu'il y aura un point de bascule au milieu du 21e siècle, et donc, ou plutôt dans la première moitié du 21e siècle. Donc, vous voyez, la population qui décroît, et puis tous les autres paramètres qui décroissent après une phase de croissance. Alors, ce rapport a été très décrié. Notamment parce que voilà, il y a des oiseaux de mauvais augure, on en a déjà entendu très très souvent. Et en fait, ça a été un réveil quand même pour le monde de l'écologie politique, mais c'est pas allé tellement plus loin que ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2000, d'autres chercheurs, et en fait les Meadows encore étaient dans la boucle, ont réévalué leur modèle. Et en fait, ils ont mesuré ce qui s'était passé pendant les 30 ans, là, de 1970 à 2000. Donc, ce que vous voyez, c'est la courbe là qui est en plane, là. Et vous voyez en fait que les courbes, alors, elles ne suivent pas exactement ce qu'est le modèle, avec les pointillés, là, mais c'est quand même pas très loin de la courbe. Et en fait, quand on regarde un peu plus près, ça suit toujours la courbe. Donc, en fait, le modèle, alors, il a ses défauts. Un modèle n'est qu'un modèle. On rate toujours des choses dans les modèles. En plus, c'est très global, c'est sur toute la planète. Donc, bon, c'est potentiellement faux dans certains aspects, mais la tendance globale, si on ne fait rien, c'est ça qui va se passer. Ça, c'est à peu près sûr. Alors, ce n'est pas forcément catastrophique. Je pense par exemple au déclin de la population. Ça, c'est quelque chose qui arrive actuellement au Japon et en Corée du Sud, par exemple. En fait, c'est une population vieillissante et en fait, la démographie est en train de baisser. Donc, ça peut se faire de façon pacifique. Ce n'est pas forcément une grande catastrophe planétaire ou un grand soir ou je ne sais pas quoi. Ça peut se faire aussi doucement. Mais en tout cas, il y aura des turbulences au XXIe siècle. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut en penser? Alors, jusqu'à, en fait, il y a une vingtaine d'années, la question écologique était quand même une question latérale. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ça devient une question centrale. Et ça, c'est quand même très nouveau. Alors ici, là, je vous prends un exemple. Donc, c'est un artiste contemporain qui était exposé au 104 à Paris il y a 2 ans. Et en fait, lui, il a imaginé ce que des machines ou des espèces dans des milliers d'années, des dizaines, des centaines de milliers d'années, feraient si elles trouvaient des fossiles humains. Donc des ossements fossilisés d'êtres humains. Et puis, ces machines ou ces espèces essaieraient de reconstituer un être humain et voilà ce qu'elles feraient. Donc, ça serait comment le futur voit à quoi ressemblerait un être humain. Bon, alors évidemment, c'est très provoquant. Voilà, c'est bon, puis le titre, Homo stupidus stupidus. Mais ça donne un petit peu l'idée, en fait, que voilà, de se mettre dans la grande perspective, de le mettre sur le long terme. Et en fait, l'Anthropocène pose cette question du long terme, évidemment. Et en fait, pour l'art contemporain, c'est un terrain de jeu énorme, l'Anthropocène. En fait, si vous avez l'Anthropocène en tête et que vous allez dans un musée d'art contemporain, c'est une formidable grille de lecture pour comprendre l'art contemporain qui parfois est un peu cryptique, un peu compliqué ou un peu abstrait. Si vous avez le déclic anthropocène, d'un seul coup, tout s'éclaire. L'art contemporain tourne énormément autour de l'anthropocène. Alors, ce n'est pas que dans l'art, évidemment. En sciences, le sujet des changements globaux est devenu un sujet dominant. Et donc là, vous avez le nombre de publications qui, dans le résumé, prononcent le mot écologie.
Et vous voyez donc l'évolution. Alors, bon, il y a beaucoup plus de publications en 2021 qu'en 1900, hein, donc il faudrait normaliser par le nombre de publications, mais ça donne quand même une idée de l'évolution. En fait, quand on regarde bien, entre 2015 et 2020, le nombre de publications qui citent le mot écologie a doublé. Et c'est dans tous les champs, hein. Donc, c'est quand même… voilà, en fait, c'est dans tous les champs, là, c'est PubMed, donc c'est plutôt le champ biomédical qui, en général, ne parle pas trop d'écologie, hein. Et là, vous voyez, ça a doublé en 5 ans. Donc, ça dit des choses, hein. C'est un sujet dominant aussi dans le monde scientifique. C'est un sujet qui devient dominant dans le monde médiatique. Là, c'est l'exemple de septembre 2019, un nuage de mots qui sont présents dans 5 journaux américains, Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, USA Today, Los Angeles Times. C'est juste pour notre participante de Los Angeles. Donc, en septembre 2019, on parlait de tas de choses. Et vous voyez, le premier mot qui vient, c'est climate, hein, le climat. Donc, bon, voilà, on se rend bien compte que c'est un sujet dominant. Mais en fait, jusqu'à présent, c'était resté quand même un sujet un peu étiqueté, l'écologie, c'était un peu étiqueté hippie, quoi, enfin, vraiment un sujet latéral. Pour moi, la vraie révolution, c'est quand le monde socio-économique s'en est emparé de façon frontale. Et donc là, je vous prends un exemple qui, pour moi, le dit parfaitement. C'est le World Economic Forum, donc le Forum économique mondial, qui chaque année s'est réuni à Davos pour évaluer les risques, les risques qu'il estime être les plus importants pour la planète et pour l'économie. En 2015, parmi les 5 premiers, il n'y avait pas l'écologie, hein. Il n'y avait aucun thème écologique, hein. Ça parlait plutôt de big data, de crise de l'euro, des choses comme ça, quoi. Vous voyez, en 2020, c'est non seulement il y a des problèmes écologiques dans les 5 premiers risques, mais en fait, les 5 premiers risques sont tous des risques écologiques. Donc, il y a eu vraiment une bascule, et cette bascule, elle a opéré entre 2015 et 2020. Et donc, ça dit des choses. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment en train, il y a un consensus pour dire c'est le problème du 21e siècle. Tous les autres problèmes sont secondaires. C'est devenu le sujet central du siècle. Donc, ça vaut le coup de se pencher dessus parce que c'est ça qui va donner du sens à nos activités au XXIe siècle. Et donc, c'est quand même assez important au moins d'avoir ce cadre-là, quoi. Alors, les solutions. Donc, la première chose, et donc là, je vais un petit peu vite, hein, mais c'est pour arriver plus rapidement à ce que je vais préparer après. La première chose qu'on voit bien, c'est qu'il faut se reconnecter à la Terre et se reconnecter au vivant pour apporter des solutions. Et notamment, il y a la notion de bio-inspiration qui est vraiment qui percole partout dans le monde socio-économique là-dessus. Et donc, avec quelques idées qui sont fortes, hein, et qui vont vraiment dans la bonne direction. Donc, il y a d'abord l'idée de symbiose et de cycle, de faire rentrer les activités humaines dans les cycles terrestres. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, hein, c'est-à-dire, en fait, ce n'est pas seulement de recycler, mais c'est en fait, depuis l'étape du design, de penser qu'un produit va rentrer dans un cycle et finir son cycle, que tout soit contrôlé, qu'on n'ait pas un objet qui reste comme ça, ad vitam aeternam, qui rentre dans un cycle. Vous savez qu'en fait, un produit, le plus longtemps qu'un produit passe sur la planète, c'est sous forme de déchets. C'est que quand vous achetez un produit, en fait, vous achetez un déchet. Si vous prenez le temps de vie de cet objet, en général, c'est surtout un déchet. Vous allez l'exemple typique, hein, c'est le stylo Bic ou la tasse plastique à la machine à café. C'est des objets qui durent très longtemps et pourtant qu'on utilise pas très longtemps, quoi, quelques secondes à quelques heures, quoi, mais c'est pas plus que ça. Donc ça, c'est ce que fait l'économie circulaire, et donc ça, c'est très positif. Et puis, il y a aussi l'idée de la chimie verte, hein, ou des produits biosourcés. Donc là, en fait, on dit souvent qu'il faut décarboner l'économie. En fait, c'est plutôt l'inverse, en fait, hein. Il faut plutôt recarboner l'économie. C'est-à-dire, en fait, l'avenir, c'est d'avoir des produits qui dépendent tous du carbone photosynthétique. C'est le seul carbone dont on sait qu'il rentre dans un cycle de la matière, hein. Tous les autres éléments, ça vient plus ou moins des mines. Donc, bon, ils sont non renouvelables, potentiellement polluants. Donc, en fait, voilà, c'est le carbone photosynthétique qui va être une des grandes solutions. Donc, tout ça, c'est très bien. Et donc, il y a des tas de boîtes qui prennent cette voie-là. Donc là, par exemple, on peut faire du diesel à partir d'algues. Donc, c'est la boîte qui s'appelle Solazim.
Et puis, c'est un secteur qui est en plein boom, hein. Donc là, par exemple, c'est les biocarburants à base de maïs, les projections sur les années 2020. Donc, on voit que ça augmente. Mais tout de suite, vous voyez bien le problème, hein. C'est qu'en fait, tout faire avec du carbone photosynthétique, ça pose des problèmes aussi. Et notamment, le fait qu'en fait, si vous voulez vraiment que toutes les ressources soient renouvelables, il va falloir, on a déjà quand même pas mal éradiqué la biodiversité sur la planète. Alors, si on doit utiliser toute la surface de la planète pour faire nos produits, bon, en fait, on va optimiser le paysage. Et bon, bah, on voit bien que ça va créer d'autres problèmes, quoi. Donc là, j'ai pris juste un exemple, hein, qu'un exemple classique, c'est les 200 kg de grains de maïs, ça fait 80 litres d'éthanol, donc on va dire un ou deux plaintes de voitures, et ça fait une année d'aliments pour un humain. Donc, il va quand même falloir faire des choix assez drastiques. Donc, en fait, on voit déjà une limite à ce modèle-là, c'est que ce n'est pas suffisant. En fait, c'est là qu'on voit que le développement durable a une limite, c'est qu'il est mal calibré, en fait. Le problème est beaucoup plus large que ça. Et là, ça reste assez superficiel. Alors, ce qui est souvent dit, c'est qu'on n'est pas obligé d'optimiser le paysage si on augmente les rendements. Alors, en théorie, c'est vrai, hein, ça a été théorisé par Norman Borlaug, c'est l'idée de l'économie de terre, land sparing hypothesis. Donc, on augmente les rendements et comme ça, on va préserver la nature sauvage. Et donc, voilà, on va avoir à la fois plus de matières biosourcées et on aura préservé l'environnement. Mais en fait, c'est sans compter sur les biais cognitifs et la réalité de l'économie, qui est notamment les effets rebonds. Alors là, je prends un exemple typique, c'est l'exemple de l'huile de palme. Donc, le palmier à huile, c'est une espèce végétale qui est très productive. Donc, c'est un petit peu l'idéal pour faire des produits biosourcés, hein. C'est beaucoup utilisé en alimentation, en cosmétique, pour faire des biocarburants. Mais le problème, c'est que c'est tellement productif que ça devient une variété attractive économiquement. Et une variété qui est attractive économiquement, on la plante plus souvent. Et en fait, on déforeste en fait, pour planter plus de palmiers à huile. Donc, en fait, augmenter les rendements, c'est un peu naïf de penser que ça va réduire enfin, que ça va permettre de maintenir la nature sauvage. En fait, c'est plutôt le contraire. En fait, hein. Ça va, des plantes très performantes, hein, vont au contraire occuper tout l'espace et accélérer la déforestation et le déclin ou l'effondrement de la biodiversité. Donc, on voit qu'il y a des problèmes, hein, quand même. C'est-à-dire qu'on a des solutions, ça va dans le bon sens, dans le sens économie circulaire, chimie verte. Voilà, on fait rentrer nos activités dans les cycles de la matière, donc ça, c'est ce qui est positif. Par contre, c'est mal calibré. Et donc, peut-être qu'on a mal pensé quelque chose. Alors, c'est là en fait, c'est clé là dans mon speech de ce soir, hein, c'est cette idée de contre-productivité. En fait, dans l'Anthropocène, on se rend compte, on essaye de répondre aux défis de l'Anthropocène en augmentant la performance. Donc, la performance, je la définis en fait en utilisant la définition économique, hein. Donc, la performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. L'efficacité, c'est atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc, c'est ça, hein, la performance. Donc, quand on augmente les performances, naïvement, on peut penser qu'on augmente la robustesse et en fait qu'on va vers du mieux. Voilà, c'est l'optimisation. Et en fait, ce dont on se rend compte dans l'Anthropocène, c'est que quand on augmente les performances, en fait, on perd en robustesse. Donc là, je vous ai présenté l'effet rebond, mais vous pouvez à peu près prendre à peu près tous les paramètres, hein. Plus on propose des solutions, on arrive aux limites de ces solutions-là parce qu'en fait, on perd en robustesse. Voilà ce que montre un petit peu cette courbe-là. Donc, c'est ce que Ivan Illich appelle la contre-productivité. Et donc, on est en plein dedans, hein. On est en plein dans la contre-productivité. Alors, juste pour donner un exemple qui récent, malheureusement d'ailleurs, donc ça, c'est le Green Deal européen. Alors, j'ai eu dans les mains le document du cluster 6 qui parle d'alimentation, de bioéconomie, ressources naturelles, agriculture, environnement, donc à peu près tout ce que je vous ai raconté juste avant. Donc, c'est un document qui fait 300 pages et qui est donc censé inventer l'Europe verte de demain, quoi. Dans ce document, le mot sobriété, frugalité ou low-tech n'est jamais mentionné sur 300 pages, hein. Alors, c'est quand même, ça pose énormément de questions parce que si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit juste avant,
il va falloir aller dans la sobriété, il va falloir réduire. Et en fait, il faut tout construire autour de la réduction de la sobriété et faire de façon à ce que ce soit en fait, un projet engageant pour l'avenir. Bon, là, très clairement, c'est un projet productiviste et qui va en fait aller dans la contre-productivité. C'est assez clair. Donc, ça, c'est un vrai problème. Bon, puis en plus, le texte, en fait, au niveau de la sémantique, encore une fois, parle de développement durable, alors que maintenant, dans les cercles environnementalistes, on va dire, plus personne parle de développement durable. C'est un oxymore assez clair. C'est que si c'est du développement, évidemment qu'il est durable. Donc, si on doit ajouter durable, probablement qu'il n'est pas durable. Bon, et puis on parle aussi de déclin de la biodiversité dans ce texte, alors que maintenant, on parle d'effondrement de la biodiversité. Quand il ne reste plus que 3% de la nature sauvage, on peut quand même parler d'effondrement. Donc, ça veut dire que voilà, on a mal calibré les choses. Donc, qu'est-ce que je vous propose, quoi? Qu'est-ce qu'on peut proposer pour la suite? S'il faut se reconnecter au vivant, et qu'est-ce qu'on peut apprendre du vivant pour en fait, proposer des solutions qui soient systémiques et qui aient vraiment du sens à l'avenir. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est la résilience. Enfin, quand je dis moi, je suis porte-parole, on est plusieurs, évidemment, à travailler sur ces questions-là. Donc, sur la résilience. Alors, la résilience, on en entend beaucoup parler dans les médias ces temps-ci, c'est la capacité à s'adapter et à se transformer quand l'environnement devient plus fluctuant ou quand il y a des perturbations de l'environnement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait? Alors, ici, cette diapo-là est peut-être la plus importante, finalement. Alors, elle est un peu cryptique comme ça. Mais en fait, c'est une bio-inspiration, on peut l'appeler ça 2.0. C'est-à-dire que c'est une bio-inspiration où vraiment on s'inspire complètement du vivant. C'est-à-dire qu'on ne prend pas juste une toute petite partie du vivant, on prend l'ensemble. On s'inspire vraiment totalement du vivant. Alors, ce que vous voyez à gauche, c'est une peinture du XVe siècle qui est un petit peu une des premières peintures où on voit la perspective vraiment mise en forme, j'ai envie de dire, avec des lignes de fuite. Donc, c'est la cité idéale. Voilà, on voit des lignes de fuite. Et cette perspective, en fait, au XVe siècle, elle montre l'emprise de l'humain sur le territoire. En fait, quand on invente la perspective, on fait des dessins plus réalistes. Et en fait, l'humain acte son emprise sur le territoire. Il domine la Terre. Donc, c'est déjà l'anthropocène, si vous voulez, sur le dessin, quoi. En fait, l'homme va prendre le contrôle. Donc, en fait, c'est le début de l'ère du contrôle et de la performance. On va essayer d'optimiser. Le dessin par la ligne de fuite le montre très clairement. Donc ça, c'est le monde d'avant. J'ai envie de dire, c'est le XXe siècle, jusqu'au XXe siècle. Au XXIe siècle, on va arriver dans un environnement qui va être beaucoup plus fluctuant. Et en plus, on aura appris de la contre-productivité de la performance. Donc, la valeur cardinale du XXIe siècle, et probablement des siècles suivants, ça ne va pas être la performance, ça va être l'adaptabilité. Alors, comment on fait pour être adaptable? Donc là, je prends l'exemple d'un artiste qui s'appelle Thomas Saraceno et qui fait des œuvres d'art avec des toiles d'araignée, en fait. Donc, il laisse les araignées faire ces lignes. Et en fait, ça, c'est les nouvelles lignes de fuite du XXIe siècle, en fait. Donc, c'est des lignes qui sont déjà vraiment bio-inspirées parce qu'elles sont en fait faites par des organismes vivants, par des araignées, mais elles sont beaucoup plus fragiles, elles sont beaucoup plus organiques. On ne sait pas très bien où elles vont. Il n'y a pas vraiment d'objectif. Ce n'est pas très efficient. Voilà, donc c'est ça, c'est le monde vivant, c'est beaucoup plus ça que la ligne de fuite de la perspective. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à apprendre de ces toiles d'araignée, en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe, en fait, dans le vivant? Le vivant, en fait, le vivant gère très, très bien l'incertitude. C'est quelque chose que les humains ont beaucoup de mal à faire. Mais le vivant gère très, très bien l'incertitude. En fait, c'est la leçon première de l'évolution. Le vivant gère l'incertitude en permanence et le fait depuis des millions d'années. Alors, comment il le fait? Il le fait par la sous-optimalité. En fait, le vivant n'optimise pas. En fait, le vivant se construit contre la performance. Alors, c'est très difficile à entendre pour une société humaine qui se construit avec la performance et qui est un petit peu obnubilée par la performance. Le vivant fait vraiment le contraire. Alors, ce que fait le vivant, en fait, c'est qu'il maintient, c'est ce que j'écris là, il maintient de la variabilité interne. Et il maintient de la variabilité interne parce que c'est le meilleur bouclier pour faire face à un environnement fluctuant. Donc ça, c'est la théorie des variétés indispensables de HB qui le dit très bien, mais ça se comprend intuitivement. Si vous avez un environnement très fluctuant, le meilleur bouclier pour pouvoir s'adapter à un environnement fluctuant, c'est si vous-même, vous êtes variable à l'intérieur.
Si vous êtes très stable à l'intérieur, si l'environnement change, vous ne serez pas adapté. Et le deuxième point, c'est que le vivant met plutôt le focus sur la population et pas sur l'individu. Donc, en fait, c'est ce qui est sélectionné a posteriori au cours de l'évolution, c'est les populations qui survivent. Donc, ce n'est pas les individus qui survivent. Hein. Bon, ça, c'est un peu… voilà, quand on relit Darwin, c'est exactement ça qu'il dit. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a des choses qui changent, c'est que le tropisme n'est plus vers le confort individuel, mais sur la résilience de la population. Et donc ça a pas mal de conséquences. Alors, je vais essayer de l'illustrer avec quelques exemples biologiques pour que vous voyez bien de quoi je veux parler. Donc là, vous avez un exemple de plante filmée en accéléré. Donc voilà, on voit un petit peu les mouvements des feuilles. Et en fait, c'est juste pour vous donner un petit peu l'idée intuitive que le vivant n'est pas une machine très performante. En fait, quand on regarde ce qui fait le vivant, à toutes les échelles, hein, que ce soit à l'échelle d'une population, d'une forêt, ou à l'échelle d'une cellule végétale ou d'une cellule humaine, ce qu'il y a dans cette cellule, il y a beaucoup d'inefficacité, d'hétérogénéité, d'incertitude, de lenteur, de redondance, d'incohérence. Hein. C'est vraiment ça qui est vraiment la valeur constante du vivant, c'est ça. Donc, c'est tout le contraire de ce qu'on fait dans nos sociétés, hein. Enfin, très clairement. Hein. C'est ce que je dis toujours. Hein. C'est si un homme politique avait ça comme programme, il ne serait pas élu. Hein. Plus de redondance, plus d'incohérence, bon, je ne suis pas sûr que ça passerait bien. Et pourtant, c'est ce qui a été sélectionné au cours de l'évolution. Donc, ça doit nous poser des questions. Et donc, je vais prendre quelques exemples pour vraiment l'illustrer plus clairement. Donc, là, par exemple, la température corporelle. Donc, vous savez que les humains, nous, notre température, elle est à 37 degrés. Et la plupart de nos protéines, leur optimum, en fait, il est plutôt autour de 40 degrés. Donc, ça veut dire que les enzymes, les protéines qui sont dans notre corps, en fait, bon, elles fonctionnent pas mal, hein, à 37 degrés, elles fonctionnent assez bien, mais elles ne sont pas au maximum, quoi. Elles sont en dessous du maximum. Et donc, ça, en fait, c'est vraiment sous-optimal, littéralement, et ça leur permet, en fait, d'avoir une marge de manœuvre. Donc, elles auront une marge de manœuvre, et c'est pour ça, en fait, que quand il y a de la fièvre, d'un seul coup, notre organisme est hyper performant. En fait, on ne s'en rend pas forcément compte, hein, parce qu'on est très fatigué, mais l'organisme, lui, il est hyper performant, et c'est pour ça que le pathogène se retrouve dans un environnement très difficile pour le pathogène, en fait, parce que la fièvre va activer l'immunité, et avec des enzymes et des protéines qui seront beaucoup plus actives à 38 degrés qu'à 37 degrés. Donc voilà, c'est un exemple pour dire que voilà, les organismes vivants ne sont pas à leur optimum, ils sont en dessous. Un autre exemple, c'est les cellules souches. Donc, c'est les cellules qui réparent tous les tissus. Donc, voilà, vous avez des cellules, dans tous les tissus, on en a. Hein. Donc, c'est des cellules qui sont capables de réparer les cellules intestinales, de les renouveler, les cellules du sang, des muscles, etc., du foie aussi. Voilà. Donc, pendant très longtemps, on a pensé qu'il y avait un gène des cellules souches, un gène maître qui disait à telle cellule d'être une cellule souche et de rester une cellule souche. Et en fait, on se rend compte que c'est pas vraiment ça, en fait. En fait, ce qui maintient une cellule souche, hein, et c'est vraiment clé, hein, les cellules souches, hein, c'est ça qui maintient le corps, hein, qui renouvelle les cellules, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. C'est pour ça qu'on pensait qu'il y avait un gène très fort, une sorte de gène roi, quoi. Et bien non, en fait, ce qui fait qu'une cellule est une cellule souche, c'est les délais, en fait. Quand une cellule souche elle reçoit des signaux qui lui disent, bah voilà, faut se différencier en muscles, il faut se différencier en neurones, en os. Le temps qu'elle se différencie, qu'elle se transforme de cellule souche en os, ce petit temps-là, ça laisse assez de temps pour qu'il y ait un autre signal qui dise à cette cellule, oui, mais en fait, non, ce n'est pas en os qu'il faut se différencier, c'est en muscle. Et donc, du coup, la cellule débobine ses protéines et refait d'autres protéines pour se transformer en os ou en muscle, mais après, elle a un autre signal qui lui dit autre chose. Et donc, en fait, elle n'arrête pas d'être en retard sur ce qu'on lui dit. Et donc, c'est une cellule qui hésite en permanence. Et c'est ça, et c'est l'hésitation qui permet la compétence. Donc, vous voyez, encore une fois, ça peut surprendre, mais c'est vraiment ça. C'est quand une cellule qui hésite, elle est tout le temps compétente à devenir quelque chose d'autre. Donc, jusqu'à ce que le signal soit très fort et maintenu dans la durée, et là, la cellule souche va se différencier en muscle, par exemple. Et vous voyez, tout cet état de compétence sous-optimale, c'est maintenu grâce au délai et à l'hésitation. Et donc, ça, c'est une vraie valeur. Hein. Donc, nous, on considérait ça comme une faiblesse, mais en fait, c'est une force pour s'adapter.
Peut-être le dernier exemple, c'est l'histoire du bruit. Donc là, vous avez un exemple de signal, c'est une sinusoïde là en bleu. Là. Donc ce serait par exemple un signal nerveux dans un neurone. Ça peut être aussi dans une plante d'ailleurs. Hein. Il y a aussi des signaux comme ça électriques qui se baladent dans les plantes. Donc voilà, il y a des fluctuations comme ça. Et puis il y a le petit trait en pointillé, là c'est le seuil de détection. Donc en fait, ce signal bleu là, il n'est jamais détecté par les cellules parce qu'il est en dessous du seuil. Donc, ça veut dire que ce signal-là, s'il restait comme ça, les cellules ou les êtres vivants en fait, le verraient jamais, quoi, parce que c'est trop faible. Alors, la solution performante, c'est d'augmenter le signal. Donc, du coup, par exemple, vous produisez plus de protéines ou voilà, vous amplifiez le signal. Et là, il sera détecté. Bon, ça arrive. Hein. Mais en fait, ce qui arrive le plus fréquemment, et en tout cas, on s'en rend compte de plus en plus souvent, c'est que les cellules, en fait, n'utilisent pas ça. En fait, elles n'utilisent pas la solution performante. Ce qu'elles font, c'est qu'elles ajoutent du bruit sur le signal bleu. Donc, en fait, au lieu d'avoir un signal bien lisse comme ça, là, vous avez un signal qui oscille beaucoup autour de la moyenne bleue. Et du coup, de temps en temps, il dépasse le seuil de détection et le signal devient détectable. Donc là, vous voyez, c'est encore un autre exemple où l'aléatoire, le bruit, donc quelque chose qu'on verrait plutôt négativement dans les sociétés humaines, en biologie, ça a été utilisé comme une vertu, en fait, et même une valeur pour permettre à des signaux d'être détectés. Donc voilà, c'est juste pour illustrer le fait qu'on faut, voilà, en tout cas, le vivant nous apporte un autre regard en disant qu'en fait, des faiblesses deviennent des forces et notamment permettent l'adaptabilité. Alors, c'est ça le cœur nucléaire de la résilience du vivant, ce petit schéma-là, qui est un petit peu cryptique. En fait, le vivant se construit sur des faiblesses, donc par exemple aléatoire et redondance. Hein, c'est deux faiblesses dans le sens de la société humaine du XXIe siècle. Hein, on peut considérer que c'est deux faiblesses. Mais ces faiblesses permettent de l'adaptabilité et en plus, c'est des faiblesses qui sont en contradiction les unes avec les autres. Donc, vous voyez, si vous avez beaucoup d'aléatoires, mais que vous avez aussi beaucoup de redondance, les deux faiblesses vont s'annuler en fait, elles vont se compenser. Et donc, si vous avez ces deux compensations comme ça, là, en fait, vous avez un équilibre et vous créez de l'autonomie. En fait, le vivant est autonome, est adaptable et autonome parce qu'il se construit sur des faiblesses en contradiction. Et ça, c'est la recette de la résilience, en tout cas du point de vue du vivant. Donc là, vous voyez qu'on est allé assez loin dans la bio-inspiration parce que là, on est rentré dans les mécanismes du vivant. Et en fait, le mécanisme central du vivant, c'est ça. C'est de se construire sur ses faiblesses, les contradictions des faiblesses pour créer de l'autonomie et de la résilience. C'est le cœur nucléaire. Alors, vous allez me dire, OK, super, donc ça, c'est comme ça que le vivant marche. Mais maintenant, est-ce que ça se décline dans les sociétés? Est-ce qu'on veut le décliner dans les sociétés? Peut-être que ce n'est pas une bonne idée de s'inspirer du vivant, d'aller jusque-là, quoi. Ça marche au cours d'évolution, mais est-ce que c'est adaptable aux sociétés humaines? Eh bien, la réponse, c'est en fait, ce n'est pas de la science-fiction, ça existe déjà. Et c'est ça là-dessus que je veux insister. Donc là, je vais vous donner quelques exemples. Il y en a beaucoup d'autres, mais je prends juste quelques exemples pour illustrer ça. Donc là, c'est un exemple agricole. En agriculture, la monoculture, agriculture conventionnelle. Donc là, on est clairement dans la performance. Donc là, c'est le XXe siècle. Donc, ce qu'on a fait là, en fait, c'est qu'avec de la chimie et du pétrole, et en annulant la biodiversité, en fait, on a quelque part annulé l'environnement. Donc, il n'y a plus de fluctuations environnementales. Et du coup, on arrive à un rendement très élevé. Mais par contre, ça marche très bien à court terme, mais c'est suicidaire à long terme. Ce type de monoculture, en fait, induit de la désertification. Donc, en fait, c'est des terres qui ne vont pas être cultivables. On ne pourra pas les maintenir comme ça ad vitam aeternam. En fait, bon, et puis on voit qu'il y a plein d'externalités négatives sur les pesticides, etc. Donc, on sait que ça, c'est une impasse. Donc, ça ne va pas continuer. Mais c'est la solution performante. Alors, c'est quoi la version sous-optimale de ça? Une version sous-optimale, il y en a plusieurs, mais une version, c'est les mélanges variétaux. Donc là, ce que vous faites, au lieu de faire de la monoculture, vous plantez 3 variétés de la même espèce, donc 3 variétés de blé, par exemple. Donc c'est un mélange. Donc ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous allez récolter à la fin, parce qu'en fait, sur une année, enfin sur une saison, peut-être qu'il y a une des 3 espèces ou une des 3 variétés qui va mourir parce qu'il y aura un virus, mais les 2 autres vont résister. Et puis en plus, quand vous mettez de la variété au champ, il y a des synergies qui apparaissent entre les espèces. Et ça, c'est maintenant quelque chose qui est très bien documenté à l'INRAE, mais ailleurs aussi. En fait, on se rend compte que quand vous avez 3 variétés, le champ résiste mieux aux sécheresses et résiste mieux aux pathogènes. Ce qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, les plantes se parlent entre elles.
et se parlent, hein, je mets des guillemets, hein, mais en gros, elles échangent des informations. Et en fait, elles résistent mieux et donc, à la sécheresse, aux pathogènes. Donc, c'est quelque chose qui est sous-optimal parce que vous n'aurez pas le rendement maximal, mais par contre, vous aurez un rendement stable. Et un rendement stable pendant très, 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 très longtemps. Contrairement aux monocultures où vous aurez un rendement maximal, mais une chute vertigineuse des rendements sur le long terme, quoi. Donc, c'est ça la version, enfin, c'est une version sous-optimale. Et vous voyez que ça, c'est une solution qui existe aujourd'hui. Et c'est même plus que ça, parce qu'en fait, en 2017, hein, il y avait 5% des surfaces cultivées en blé qui étaient des mélanges variétaux, et en 2019, c'était 12%. Vous voyez, le taux de croissance est très élevé, hein, et ça, c'est des choses que font les agriculteurs eux-mêmes, hein, ils n'ont pas eu besoin de la recherche, ça vient de la science participative, donc c'est assez intéressant aussi comment ça a émergé. Voilà, on a un exemple de sous-optimalité au champ. Alors, après, un exemple sur les routes. Alors, pareil, hein, je commence avec la solution performante. Vous êtes dans un embouteillage et vous vous dites quelle est la solution pour que je ne sois pas dans un embouteillage. Donc, le premier truc qui vient en tête, c'est de se dire il faut rajouter une voie. Si je suis sur l'autoroute sur une 3 voies, il faut rajouter une 4e voie. Et comme ça, il n'y aura pas de bouchon. Alors oui, ça marche à court terme. C'est-à-dire que sur une autoroute qui passe de 3 à 4 voies, en effet, l'année d'après, il y aura moins de bouchons. Mais il y aura un effet rebond, c'est-à-dire que cette autoroute sera plus attractive et à la fin, il y aura plus de bouchons sur cette autoroute. Donc ça a été très bien démontré avec la Katy Freeway, donc c'est une autoroute à Houston. Ils ont fait exactement ça, hein. Donc il y a 26 voies, ils ont augmenté le nombre de voies, donc il y a 26 voies sur cette autoroute et les bouchons ont empiré. Donc, c'est vraiment, ça marche à tous les coups, hein. On peut même le modéliser avec la mécanique des fluides, ça marche à tous les coups. Donc, ça, c'est l'exemple typique de la performance contre-productive. Mais vous voyez que l'humain, là c'est une preuve par l'infrastructure, hein. C'est-à-dire qu'on a dépensé de l'argent, on a coulé du béton pour la mauvaise solution, très clairement. Et c'est la solution performante. Alors, c'est quoi la solution sous-optimale ? Eh bien, c'est ce qu'on voit notamment dans le sud de la France, mais ailleurs aussi, c'est de baisser la vitesse dans certains secteurs de l'autoroute. Alors, c'est vraiment tout bête, hein, ça demande zéro infrastructure. Donc, vous avez une autoroute qui est à 130, limitée à 130 km/h, et dans les secteurs où il y a souvent des bouchons, vous avez certainement vu ça, il y a des secteurs à 110 km/h. En fait, de baisser la vitesse, en fait, ça permet d'homogénéiser le trafic, et là, vous réduisez les bouchons. Donc, vous voyez, en fait, c'est typiquement sous-optimal. C'est-à-dire que votre voiture, elle peut aller à 130, hein, il n'y a pas de problème, hein, mais vous baissez la vitesse et vous avez un effet systémique sur l'ensemble de la population de voitures qui fait qu'il n'y a plus de bouchons. En fait. Tout le monde circule, c'est plus cohérent. Alors, un exemple peut-être qui parlera plus aux entrepreneurs, c'est cette histoire de couplage. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été très bien théorisé par Carl Weck. Donc, l'idée des couplages, en fait, c'est les interactions qu'on a au sein des organisations. Donc, on peut de façon assez caricaturale dire qu'il y a deux types de couplage. Il y a des couplages rigides et des couplages souples. Alors, c'est évidemment une représentation, hein. Donc, un couplage rigide, c'est quand votre chef vous dit de faire quelque chose et vous le faites. Voilà, c'est une interaction assez directe et donc rigide. Et puis, il y a des couplages souples, c'est la pause café, la discussion de couloir, voilà, où il n'y a pas d'objectif et clairement, il ne faut pas être efficient là. Enfin, c'est pas du tout l'objectif, c'est ni efficace ni efficient, c'est juste une pause, quoi, où on discute de droite à gauche, quoi. Alors, très clairement, le couplage rigide, c'est performant, mais ça peut être contre-productif. Est-ce que le couplage souple, qui est clairement sous-optimal, qu'est-ce que ça peut apporter ? Alors là, il y a un exemple qui est parfait pour ça, c'est l'organisation Buurtzorg aux Pays-Bas, mais il y a un équivalent, une déclinaison en France qui s'appelle Soignants Humains. Donc en fait, ça, c'est un collectif d'infirmiers et d'infirmières qui étaient dans la performance avant, donc qui étaient dans passer le moins de temps possible avec les patients, voir le plus de patients chaque jour, donc vraiment être dans l'efficience au maximum. Bon, puis ils se rendaient compte que non seulement eux, ils partaient en burn-out, mais en plus, ils soignaient moins bien. C'était vraiment de la performance contre-productive. Donc, ils ont inventé cette association-là qui, en fait, décide en fait, de passer autant de temps qu'il le faut avec les patients. Donc, ils peuvent passer 1 heure avec leurs patients, prendre le café, des interactions qui ne sont pas médicales, en fait, hein, ou pas seulement médicales. Et alors, ce qui se passe, assez remarquable, c'est qu'en fait, les patients deviennent plus autonomes dans ce cas-là. Et du coup, les infirmiers et les infirmières ont moins besoin de passer, les soins sont mieux faits, il y a moins de burn-out chez les infirmiers et les infirmières, et au final, l'État dépense moins d'argent en santé.
vous voyez, c'est typiquement l'exemple d'une sous-optimalité bien comprise qui permet de bien marcher, quoi. En fait, là, on va vraiment dans la bonne direction. C'est que c'est bénéfique pour tout le monde et ça va contre la performance. Je ne sais pas si peut-être qu'il va falloir que j'accélère un peu, je vois qu'il est 8h30. Alors, peut-être un dernier exemple, c'est la tragédie des communs. Donc, c'est l'idée un petit peu que… donc, les communs, les biens communs, c'est quand vous avez, par exemple, une rizière là, en Asie ou un aquifère dans une ville ou dans un territoire. Comment gérer un bien commun? Donc, l'idée générale, c'est que si vous laissez ça à la communauté, il va y avoir des égoïsmes qui vont arriver et finalement, on va épuiser cette ressource. Donc ça, c'est quelque chose qui a été théorisé par Hardin en 1968 avec ce titre, La tragédie des communs. Ça a été un peu un ferment du néolibéralisme. Donc malheureusement, c'est une biologiste, là, Hardin. Mais donc c'est ça, c'est l'idée un petit peu qu'on est condamné à la performance, en fait, que les humains vont vouloir toujours être performants et vont épuiser leurs ressources parce qu'ils vont aller jusqu'au bout de ce qui est possible. Alors, ce qui est rafraîchissant, c'est l'autre vision sous-optimale d'Elinor Ostrom, donc prix Nobel d'économie 2009, qui, elle, a étudié des biens communs qui ont réussi à rester des biens communs pendant plusieurs siècles. Donc, c'est de la vraie résilience, là, pour le coup. C'est sur du temps très long. Donc, ça peut être 5 siècles, par exemple. Donc, c'est des prairies de haute montagne, des aquifères, des rizières. Il y a pas mal d'exemples en Espagne, d'ailleurs. Et donc ça, c'est des biens communs qui ont été maintenus pendant longtemps. Alors, c'est quoi le secret des biens communs qui restent biens communs? C'est 8 principes. Donc, en plus, ce n'est pas très compliqué. Il y a 8 principes. Et si on suit ces 8 principes, en tout cas dans tous les biens communs qu'elle a étudiés, si on suit ces 8 principes, les biens communs restent des biens communs. Et en fait, dans ces 8 principes, il y a beaucoup de choses qui font appel à la sous-optimalité. Donc, je peux en prendre un, par exemple, c'est les sanctions initialement très faibles si on ne respecte pas les règles. Donc, ça, c'est aussi contre-intuitif. Si vous avez une petite communauté qui dépend d'une ressource qui est en train de s'épuiser, vous auriez plutôt envie de mettre des sanctions très fortes pour quelqu'un qui tape dans la ressource au-delà de ce qu'on lui a imposé, quoi. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que si vous mettez des sanctions très faibles, vous allez être sûr d'embarquer tout le monde dans le projet. Et finalement, vous pouvez vous autoriser 10% de pertes. Il y a peut-être 10% des gens qui vont aller contre les règles. Mais globalement, vous allez maintenir la ressource. Si vous mettez des sanctions très fortes, vous allez perdre la ressource. Donc, c'est encore une fois la sous-optimalité bien comprise avec des aspects juridiques et en lien avec la Terre. Donc, c'est là qu'on redevient des terriens, finalement. C'est qu'en fait, on utilise un mécanisme d'inspiration biologique pour régler des ressources communes de la Terre et pour faire vivre la société humaine, quoi. Alors, pour conclure, pourquoi je crois beaucoup à ce concept de sous-optimalité? Parce qu'en fait, ça va même au-delà de la question environnementale, puisque pour moi, la sous-optimalité, c'est en fait ce qui est prévalent dans toutes les formes de communication. Donc, ça va même au-delà de la question environnementale. C'est-à-dire qu'en fait, on communique de façon sous-optimale. Donc là, je prends l'exemple ici de la calligraphie, là, où en fait, quand on écrit, on n'en écrit pas de façon performante. En fait, on a tous et toutes des écritures différentes. On peut faire des erreurs dans les textes et pourtant, on va se comprendre. Donc là, c'est par exemple ce cas classique, c'est que si vous voyez ce texte-là, il n'y a aucun mot ou quasiment aucun mot qui appartient au dictionnaire français. Et pourtant, vous pourrez le lire. Ça, c'est un peu un biais cognitif qu'on a dans la tête, c'est que notre cerveau a juste besoin d'avoir la première lettre et la dernière lettre d'un mot, et puis il le reconstitue. Mais ça veut dire que c'est typiquement sous-optimal. C'est qu'il y a plein d'erreurs partout, mais en fait, on est capable de le lire. Donc, ça veut dire que si on était dans la performance, en fait, il faudrait que ce soit optimisé, et du coup, on ne pourrait lire qu'un texte parfait. Alors là, on voit très bien qu'on arrive à lire un texte qui est vraiment bourré de fautes, quoi. Donc ça permet de partager et de communiquer, d'être sous-optimal, de ne pas être dans l'optimalité, sinon on serait condamné, on ne pourrait pas communiquer. Et ça va même plus loin. Donc c'est la fameuse citation de Cuglioli, là, la compréhension est un cas particulier du malentendu. C'est qu'en fait, quand vous communiquez entre humains, en fait, il y a plein d'incompréhensions. Donc, vous demandez aux personnes de répéter ce qu'elles ont dit, de préciser leur pensée, de reformuler. Alors, bon, très bien, mais en fait, ça, il y a une sorte il y a des métadonnées là-dedans. C'est qu'en fait, quand vous avez cet échange,
en fait, vous augmentez la confiance dans l'interaction. C'est qu'en fait, quand vous reformulez, quand vous échangez plus longtemps, vous augmentez la confiance. Et la confiance, c'est le nerf de la guerre du commerce. C'est qu'en fait, pour faire du commerce, il faut de la confiance. Donc, si vous me suivez bien, la sous-optimalité permet le langage permet la confiance permet le commerce. Donc, en fait, c'est vraiment crucial de voir ça comme… si on va vers plus de performance, on va vraiment se condamner. C'est-à-dire qu'on va plus avoir confiance les uns dans les autres, parce que si on ne communique que de façon optimale, on ne connaîtra plus les gens, en fait. Voilà. Je pense que c'est assez intuitif quand même. Et puis alors, je voudrais juste finir avec ce petit clin d'œil. Donc, c'est un très beau film, un très beau documentaire que vous pouvez voir sur YouTube. C'est accessible gratuitement. Donc, Le Grand Silence, c'est un documentaire sur la communication entre humains et non humains. Donc, c'est assez philosophique. Ça parle un petit peu des humains qui essaient de trouver des voies extraterrestres dans l'univers et qui ne s'intéressent pas aux voies du vivant, en fait, qui passent beaucoup d'énergie et de temps à essayer d'entendre des voix extraterrestres. Pour l'instant, on n'a entendu absolument personne, alors qu'il y a plein de vivants, là, de non-humains, qui nous parlent tous les jours. Et voilà, il serait temps de les écouter et peut-être d'apprendre d'eux. Alors, je vais juste vraiment terminer avec 4 bascules, et puis après, vraiment, j'arrête. 4 bascules qui peuvent un peu servir de grille de lecture, qui peuvent vous aider ou nous aider à voir le sens de l'histoire, voir à quoi va ressembler le 21e siècle. Alors, la bascule 1, c'est temps et matière. C'est jusqu'à présent, on a utilisé la matière pour gagner du temps. Donc, l'exemple que je prends toujours, c'est l'avion. C'est en gros, on brûle du pétrole pour aller plus vite d'un point A à un point B. Ce qui va se passer à l'avenir, c'est exactement l'inverse, c'est qu'on va utiliser le temps pour préserver la matière. Donc, typiquement, c'est la bioéconomie, notamment, ou l'économie circulaire, c'est ce que je vous ai raconté au début. Donc, en fait, on va plutôt profiter du temps, des délais, des retards. Donc, ça, c'est sous-optimal pour préserver la matière et peut-être même pour la régénérer. Donc, ça, c'est aussi de la bioinspiration. La bascule 2, c'est l'alimentation. En fait, jusqu'à présent, on a plutôt eu tendance à exploiter les écosystèmes pour augmenter la production. Donc, on a plutôt vu la nature comme un champ des possibles à exploiter. Voilà, c'est les mines, c'est l'agriculture intensive. Et donc, en fait, on va vers quoi? On va vers l'inverse encore. C'est vraiment un monde contraire. Maintenant, on se pose la question de comment la production peut nourrir les écosystèmes. Et donc, ça, c'est toutes les questions qu'il y a autour de comment les nouveaux rôles des agriculteurs et en fait des citoyens. C'est qu'en fait, comment notre activité peut nourrir les services écosystémiques. Et ça, ça fait revoir plein de choses. La conception des produits, nos activités de tous les jours, le rôle des agriculteurs, l'aménagement du territoire, etc. 3, la croissance. Alors, c'est le fameux mot de décroissance qui est, en fait, il y a plein de définitions différentes. Et donc là, moi, je revendique cette définition-là. Alors, je commence par le XXe siècle, qui est plutôt le monde d'avant, donc basé sur la croissance économique. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la croissance économique est basée sur la rareté. C'est qu'en fait, il y a croissance quand il y a pénurie. C'est ça qui est un peu contre-intuitif, mais vous avez de la croissance quand un objet, quand vous avez très envie d'un objet, quand vous avez créé un besoin, ou quand cet objet est rare. Donc, c'est des raretés artificielles ou réelles, mais ça, c'est la croissance économique. Donc, la croissance économique est fondée sur la pénurie. La décroissance, au contraire, est fondée sur l'abondance des interactions. Et c'est en fait l'abondance des interactions qui permet en fait de faire une société sobre. En fait, la sous-optimalité, là, vous avez vu un peu, c'est en fait, il y a des faiblesses qui interagissent les unes avec les autres, qui créent de l'autonomie. Et donc ça, c'est l'abondance des interactions. Et ça, c'est la décroissance. Donc la décroissance, ce n'est pas du tout la pénurie. La décroissance, c'est l'abondance des interactions. Et enfin, dernier point, ce que je vous ai dit pendant à peu près tout mon topo, c'est que jusqu'à présent, on a voulu améliorer les performances, on a voulu optimiser. Parce que jusqu'à présent, la valeur cardinale de la société, c'était la performance. On est en train d'aller vers un monde où la valeur cardinale, ça va être l'adaptabilité. Et donc, en fait, tout va être tourné vers la résilience. Et donc, en fait, nos activités vont aller vers alimenter la résilience. Et donc, ça veut dire qu'il y aura des changements assez radicaux dans nos activités.
Voilà, donc si vous voulez aller un peu plus loin, donc j'avais publié une tribune dans Libération qui résume un petit peu ça, donc vous pouvez aller faire un tour. J'ai enregistré des cours publics aussi pour l'école urbaine de Lyon qui sont en ligne sur YouTube. Et puis il y a un livre qui va sortir en septembre, voilà, enfin en tout cas, sauf contre, il devrait sortir en septembre sur la résilience des vivants. Voilà, je vous remercie. Un grand merci, Olivier, c'est absolument passionnant. Une question de Gabriel qui nous dit, si on ne parle plus de développement durable, quel mot employer pour le remplacer lorsqu'on parle de rechercher des solutions face à la crise climatique? Ouais, alors il y a deux solutions, c'est soit parler juste de développement ou de sobriété, en fait. Il y a un truc assez facile en fait, à avoir en tête, c'est les fameux 3 R, ou en fait les E3R. Donc, en gros, dans l'ordre, c'est éviter, réduire, réutiliser, recycler. Et c'est vraiment dans cet ordre-là. C'est-à-dire que d'abord, il faut éviter, ensuite, il faut réduire, ensuite, il faut réutiliser. Et si vraiment on n'a pas réussi à faire les 3 premiers, alors on recycle. C'est la pire solution à recycler. Donc, c'est ça, en fait, le post-développement durable, c'est ça. C'est-à-dire qu'on démarre beaucoup plus tôt. Donc, c'est la sobriété, quoi. Le low-tech, par exemple. Ah, là, j'entends plus. Pardon. N'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation, hein, si vous avez des questions qui vous viennent. Il y avait un commentaire de Gabriel qui disait « C'est la première fois que j'entends parler de résilience sans qu'on prononce le mot traumatisme ». 2 termes qui sont pourtant systématiquement associés. Un beau message comme quoi l'homme est encore capable de rebondir en se concentrant sur la sous-optimalité. Merci pour cette leçon. Une question de Philippe, question terre à terre, dit-il. Quelle serait la zone géographique, voire le pays idéal pour s'implanter dans le cadre d'un projet de vie en totale autonomie, en utilisant les énergies renouvelables et en vivant grâce à la culture et l'élevage? Quelle surface de terre et quel type d'animaux? Oh, c'est une question difficile. Hein. Bon, alors, il y a des endroits à éviter, c'est sûr. Hein. Donc, alors, on peut faire des projections. Donc, il y a des zones qui risquent d'être inhabitables. Enfin, si vraiment, là, je reviens dans le catastrophisme, hein, mais il y a des zones qui sont potentiellement inhabitables, on va dire, vers la fin du XXIe siècle. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a 100% d'humidité dans l'atmosphère, et qui fait 35 degrés à l'extérieur, on meurt en quelques minutes, les humains. Parce qu'en fait, notre corps produit beaucoup de chaleur, hein, notre métabolisme produit de la chaleur. Et donc, quand il y a 100% d'humidité, vous ne pouvez pas refroidir votre corps par transpiration. Et du coup, quand il fait 35 degrés à l'extérieur, votre corps est à 38 degrés en permanence. Vous ne pouvez pas atteindre à 37, vous pouvez pas descendre à 37 degrés. Et donc, voilà, je crois que c'est au bout de 6 heures, en fait, qu'en moyenne, les humains meurent dans ces conditions-là. Donc, il y a des zones, donc c'est le nord de l'Inde, notamment, une grande partie du Moyen-Orient, une partie du Maghreb aussi. Donc, il y a des zones en plus qui sont où il y a beaucoup de population. Hein. Donc, c'est des zones qui sont vraiment en danger. Alors après, plus positivement, les zones où on peut imaginer des choses beaucoup plus… En fait, le monde tempéré, le nôtre, en fait, hein, je veux dire, est plus protégé. Faut penser à la montagne. C'est des zones moyennes montagnes, quoi. C'est des zones qui sont un peu mieux protégées parce qu'il y aura plus d'eau aussi. Mais bon, après, je ne peux pas forcément faire un repli stratégique. Hein. Moi, je ne suis pas forcément friand. Il va falloir s'adapter aussi dans les zones difficiles, quoi. Et en fait, il faut apprendre à cultiver d'autres espèces. Typiquement, moi, par exemple, je suis dans un projet de recherche situé là, dans la région lyonnaise, où on est en train d'explorer des possibilités de passer du blé à l'épeautre, enfin, ou aux épeautres. Parce que le blé, en fait, est moyennement adapté à la crise climatique, alors que l'épeautre est beaucoup plus robuste, beaucoup plus rustique, il résiste mieux à la sécheresse. Et donc, on peut rester dans la même région, il faut juste changer d'espèce, il faut juste s'adapter aussi comme ça. Mais je ne sais pas si j'ai forcément répondu, hein, c'est une grande question. Philippe, n'hésitez pas à dire si la réponse d'Olivier vous convient, si vous voulez en savoir plus. Pendant ce temps-là, une question de Rodolphe. Quel papier ou auteur lire sur la sous-optimalité? Alors oui, le problème, c'est que c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin, en fait. C'est que pour l'instant, c'est très dispersé. C'est des choses qui sont dans des articles de recherche. Donc, on le voit apparaître un peu partout.
Mais pour moi, il n'y a pas de livre qui fait la synthèse. Donc, mais je l'ai peut-être raté, hein, mais pourtant, j'ai bien cherché. Hein. Donc, il y a des livres qui en parlent très bien, en partie. Donc, il y a par exemple Elinor Ostrom, Gouvernance des communs, ça c'est très bien. Le contrat naturel de Michel Serres, quelque part, il en parle un peu. Il y a des articles de Will Stephen aussi qui sont très bien là-dessus. Donc, il y a une constellation de livres ou d'articles, hein, mais ce qui manque, c'est une synthèse, quoi. Voilà. Okay, alors peut-être qu'on pourra citer deux, trois titres que l'on transmettra avec en même temps que le replay dans les jours qui viennent. Oui, je peux faire une petite biblio sans problème. Voilà, super, merci. De manière à pouvoir participer chacun à notre niveau par rapport à tout le constat que vous avez fait aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut contribuer pour la planète? Comment est-ce qu'on peut essayer de renverser la tendance et faire quelque chose chacun à notre niveau? Oui, alors il y a, donc il y a un peu de niveaux. Il y a les aspects vie de tous les jours, quoi. Voilà, recycler ses papiers, ses bouteilles, choses comme ça. Bon, alors on se rend bien compte que par rapport à ce que vous avez présenté, c'est très en dessous, hein, mais en fait, il ne faut pas négliger ça parce que l'aspect éducatif est hyper important, en fait. C'est que, en fait, c'est un peu des effets de cliquet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous recyclez votre verre et que vous le jetez plus dans la poubelle, en fait, vous ne pouvez plus le faire. C'est que vous avez un blocage mental le jour où vous allez balancer une bouteille de verre dans la poubelle normale, quoi. Donc, c'est quand même c'est important. Et ce que j'ai envie de dire, donc ça, c'est assez important. Mais l'autre chose, en fait, c'est vraiment se poser des questions sur le sens de son activité. Et ça, je crois que c'est le plus dur, hein, parce que en gros, il y a plusieurs choses qu'on peut voir. On peut se dire, voilà, j'ai un certain temps sur la Terre. Est-ce que j'ai envie de me mettre dans le sens de l'histoire, quoi. Et chaque jour, je me réveille et je me dis, ce que je fais a du sens par rapport à ce que la communauté humaine vit. Et là, vu les enjeux, c'est très facile de trouver du sens dans ces activités, hein. En fait, il n'y a jamais eu, aujourd'hui, on dit toujours qu'il y a beaucoup de chômage et tout ça. Alors, c'est vrai, il n'y a jamais eu si peu d'emplois, mais il n'y a jamais eu tant de travail. Donc, en fait, il y a énormément de possibilités pour trouver du sens à son activité aujourd'hui. Vraiment énormément, hein. Donc, moi, je dirais plutôt que c'est ça qu'il faut faire, se poser des questions du sens. Ok, merci. Une question de Thierry, de Mexico. Vous estimez qu'il faudra combien de générations pour inverser totalement la pensée dominante et instaurer un système basé sur la sous-optimisation? Alors pour moi, ça peut aller très vite. En fait, c'est assez simple parce qu'on n'a pas vraiment le choix. En fait, quand on regarde bien, alors là, peut-être que je présume un peu, hein, mais je ne vois pas d'autre solution, à vrai dire. C'est que si on continue dans l'optimisation, qui est l'autre voie, hein, grosso modo, hein, c'est le Green Deal européen, c'est voilà, le développement durable, c'est la performance contre-productive. Donc, en fait, on va plutôt accélérer, enfin, on peut accélérer les problèmes plus que résoudre. Donc, en fait, le monde va devenir sous-optimal. Et alors, typiquement, le Covid-19, là, en fait, c'est une période difficile pour beaucoup de monde, pour la plupart des gens. C'est aussi une période de réflexion et c'est aussi une période de métamorphose plus profonde que ce qu'on croit, à mon avis, hein. C'est qu'on va peut-être avoir l'impression de revenir au monde d'avant, après le Covid, mais en fait, je ne suis pas sûr du tout. Il me semble, les jeunes, par exemple, les jeunes, on va dire ceux qui ont 18 ans, là, aujourd'hui, là, ils sont remontés à bloc, hein, donc ils ne vont rien laisser passer. C'est-à-dire qu'en fait, un jeune qui arrive dans une boîte aujourd'hui, s'il voit des SUV garés sur le parking, je ne suis pas sûr qu'il va passer la porte de l'entreprise. On en vient presque là, hein, et donc c'est peut-être ça. J'ai beaucoup d'espoir là-dessus. Je me dis que la jeune génération, en fait, c'est pas tous, hein, il ne faut pas généraliser, mais eux, ils vont faire changer les choses très rapidement et ils vont être impatients, hein. Donc ça va aller vite. À mon avis, ça va aller vite. Okay. Une question d'Agnès qui nous dit pollution visuelle avec les panneaux publicitaires ou bien plutôt message permanent sur nos téléphones via le virage numérique. Et j'ai envie de rajouter à la question d'Agnès, comment voyez-vous la 5G dans le paysage de demain? Alors, sur la publicité, évidemment que ça change quand même assez radicalement la position du marketing et de la publicité, hein, la sous-optimalité. C'est qu'en fait, c'est toujours nécessaire, mais au service d'autre chose, quoi. Donc, peut-être qu'on a besoin de moins de publicité, mais par contre, mieux canaliser sur voilà, peut-être sur le nudging, mais dans d'autres façons de faire. Et sur la 5G, alors j'ai intervenu, j'ai intervenu dans quelques débats sur la 5G. Il y a plein d'effets rebonds dans la 5G. Pour moi, c'est le principal problème de la 5G, c'est que c'est encore le monde de la performance.
et une performance mal comprise, encore une fois, parce qu'en fait, si on met la 5G, je comprends très bien qu'il y a des zones où on n'a pas accès à Internet, donc il faut que tout le monde puisse avoir accès à Internet. Ça, je vais parvenir à la fameuse bougie et les Amish, hein, comme disait l'autre. Hein. Mais il y a un problème avec la 5G, c'est que ça crée le marché des objets connectés. Et vraiment, on n'a pas du tout besoin de ça. Hein. Les objets, enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de ça. C'est pas juste besoin en termes de besoin comme d'un produit, mais on a des ressources en quantité limitée. Et ces ressources minérales, il va vraiment falloir maintenant être très, très prudent dans leur consommation, dans les pollutions associées. Et vraiment, on n'a pas besoin d'avoir une cafetière connectée aujourd'hui. Il faudrait l'utiliser pour autre chose. Quoi. Donc, pour moi, la 5G, je n'ai pas de problème philosophique avec la 5G, avec les rayonnements, tout ça. Ce n'est pas ça le problème. Pour moi, c'est les effets rebonds systémiques qui sont problématiques. Okay. Une question de Marie-Adeline qui vous demande que penser du biomimétisme, greenwashing ou une voie explorée? Il y a de tout. Alors, dans le biomimétisme, il y a des choses très, très bien et il y a des choses qui sont en effet du greenwashing. Donc, si on peut penser, alors je n'espère que je vais blesser personne, mais il y a des très beaux bâtiments qui sont artistiquement intéressants et qui ressemblent à des plantes, par exemple. Alors, c'est vrai que moi-même, je trouve ça plutôt joli. J'aime bien l'architecture et tout ça. Mais après, si de façon systémique, ils sont conçus comme des passoires thermiques, ou voilà, bon, là, c'est du biomimétisme qui ne fait pas du biomimétisme. Mais inversement, pour rester sur les bâtiments, on peut faire de l'électricité avec des mouvements de bois qui bougent avec l'hygrométie de l'air, par exemple. Donc ça, c'est du biomimétisme parce qu'en fait, le bois est capable de gonfler, de dégonfler en fonction de l'hygrométrie, donc il bouge, hein, et on peut faire de l'électricité, on peut faire de la ventilation, on peut climatiser des pièces comme ça. Ça, c'est du biomimétisme beaucoup plus systémique, quoi, parce que là, on a vraiment compris, en fait, on a fait des bâtiments organiques. On n'a pas juste fait une coque qui ressemble à une plante, on a fait quelque chose qui vit comme une plante. Quoi. Donc, le biomimétisme poussé à l'extrême, pourquoi pas, quoi. Une question de Philippe. Le recyclage en dernier recours, mais cela éviterait entre autres que les plastiques se retrouvent en mer. Comment se fait-il que cela puisse exister? N'est-ce pas uniquement un problème de récupération, de traitement et de recyclage mal géré, plus qu'un problème d'usage raisonnable? Oui, il y a un peu tout. Hein. Donc, c'est vrai que donc, en gros, bon, ça, c'est un petit conseil pour tout le monde. Le plastique qui passe dans le trou de l'évier va se retrouver dans l'océan, grosso modo. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est passé, ou quand il est sur le trottoir, après, on ne peut pas le rattraper. C'est très, très difficile de le rattraper. Donc, c'est vraiment très, très, très en amont qu'il ne faut pas que le plastique soit… donc, il faut faire très attention à son plastique. Vraiment le garder, le mettre dans une poubelle fermée, voilà, qui ne sort pas. Bon, ça, c'est le côté vie de tous les jours. Mais le plastique, donc il faut très clairement réduire la production. Hein. On a produit, je crois que c'était 8300 milliards, je ne sais plus si je me trompe d'un facteur 3. On a produit énormément de plastique. On en recycle à peu près 20% aujourd'hui du plastique. Hein. Mais ce plastique qu'on recycle, au final, il va quand même se retrouver dans l'environnement au bout de plusieurs cycles de recyclage. Donc, en fait, on en recycle très, très peu de plastique. Donc, une solution, il y a deux choses. C'est d'en produire beaucoup moins, d'en utiliser beaucoup moins et de faire des plastiques qui soient totalement biodégradables. Et en fait, de garder les plastiques non biodégradables, donc du PET, par exemple, qui peut durer très longtemps, pour des fonctions vraiment vitales. Donc, c'est faire des prothèses d'artères, des choses comme ça. Mais peut-être qu'on n'en a pas besoin pour faire des tasses de café. Certainement pas. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure l'Anthropocène est le terrain de jeu de l'art contemporain. Est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus? Il y a beaucoup de choses, oui, dans l'art contemporain là-dessus. Donc, en fait, si vous allez dans les centres d'art, donc pour l'Institut d'art contemporain de Lyon, par exemple, mais le Palais de Tokyo, enfin des tas de centres, en fait, ils ont souvent des équipes de recherche avec un thème qui a lien à l'environnement. Et si vous allez dans des expos, vous allez tomber sur des œuvres d'art qui… alors, parfois, c'est très explicite. Donc, par exemple, il y avait je ne me souviens plus des noms, mais il y avait, par exemple, une œuvre d'un artiste contemporain qui mettait une petite peluche trempée dans du pétrole. Et puis, donc, voilà, c'était un peu la scène de la marée noire. Et puis, il avait balancé quelques carrés de sucre par-dessus.
Et donc, l'idée, c'était pour adoucir la scène. Après, bon, ouais. Mais donc ça, c'est très explicite. Mais après, il y a d'autres, il y a beaucoup d'artistes qui sont plutôt dans la perception de, en fait, se reconnecter au vivant, d'avoir des sons. C'est très, voilà, c'est très interdisciplinaire. Il y a beaucoup de liens avec les scientifiques. Hein. Art et sciences, ça bouge beaucoup ces temps-ci. Donc tout ça, en fait, ça fait une grille de lecture assez large, quoi. Enfin, bon, là, c'est vrai que je pourrais vous citer des exemples. En fait, il y a 2 bouquins. Je peux peut-être, voilà, il y en a un en particulier qui s'appelle Renaissance sauvage de Guillaume Loger, qui donne un petit peu cette idée-là. Oui, d'ailleurs, j'avais pris l'idée là de Thomas Saraceno des toiles d'araignée. Donc, typiquement, voilà, c'est un exemple. Ouais. Mais voilà, il y a Ever Davis aussi, L'art de l'anthropocène aussi, qui a 2 livres intéressants sur ces questions. Je sens qu'on va avoir une longue liste. Ça va être passionnant pour poursuivre le sujet. Une dernière question avant que l'on se sépare. D'après vous, le monde d'aujourd'hui est-il prêt à entendre parler de sous-performance, de sous-optimalité? Je pense que, enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, le mot de résilience, avant le Covid, on n'entendait pas trop parler. Hein. Enfin, le thème était déjà là. Hein. C'était un peu. Mais voilà, la pandémie de Covid, de coronavirus, a quand même révélé ce terme-là, quoi. Donc, c'est là qu'on se rend compte que quand même, c'est une bascule qui a été catalysée, accélérée par la pandémie. Et cette bascule de la performance à la résilience, en fait, je pense qu'on est prêt parce qu'il se trouve que, alors, dans le monde scientifique qui est plutôt le mien, cette bascule-là a eu lieu. Enfin, moi, je suis employé par l'INRA, hein, donc, qui est un acteur historique de la révolution verte, de la monoculture, des pesticides, des engrais et tout ça. À l'INRA, c'est terminé tout ça. Hein. On ne parle plus que d'agroécologie. On soigne les élevages avec des huiles essentielles. On arrête les antibiotiques. Enfin, c'est incroyable. Hein. C'est un revirement total. Donc ça, c'est déjà arrivé dans plein de secteurs et ça va arriver partout. Quand je prenais l'exemple de Davos, là, c'est pas anodin, ça. Hein. C'est pas juste de l'affichage. Hein. Ça veut vraiment dire que je pense que dans nos têtes, on va rester dans la performance. Hein. Ça, faut pas arriver. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais par contre, vu qu'aujourd'hui on a les outils, on sait comment faire pour faire de la résilience. En fait, un entrepreneur aujourd'hui, je pense si on lui demande est-ce que tu veux avoir 5% de plus l'année prochaine ou est-ce que tu veux que ta boîte soit encore là dans 20 ans, je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Quelqu'un qui a une activité et qui tient à son activité, il va préférer que sa boîte soit stable. Et ça, c'est la résilience. Hein. Donc, à mon avis, on est prêt. Hein. Je suis peut-être optimiste. Hein. Merci beaucoup, Olivier. Je vais passer la parole à Nathalie pour le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est surtout de vous remercier, Olivier, d'avoir partagé avec nous de façon hyper claire un état des lieux, de nous avoir partagé votre vision et votre regard éclairé sur les chemins possibles vers le développement. Point. On ne dira plus développement durable, hein, c'est ça. Donc, merci vraiment pour ces instants de partage. Merci à vous tous qui êtes là avec nous ce soir d'avoir participé à cette rencontre. On vous propose la semaine prochaine, pour que ceux qui sont à Madrid, de participer à un atelier de la fresque du climat, qui est un jeu qui permet de comprendre les causes et les conséquences de la crise climatique et non du réchauffement. Et pour ceux qui ne seraient pas à Madrid, vous pouvez participer aussi à ces ateliers, soit dans vos régions, soit en ligne. Il y a aujourd'hui 130 000 personnes qui ont été formées par l'association de la fresque du climat. Voilà, donc on vous donne les prochains rendez-vous prochainement pour le trimestre prochain. Et merci à Olivier encore une fois. Bien, merci à tout le monde. Hein. Merci de votre écoute tardive aussi. On peut mettre les micros pour remercier si vous voulez. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci Olivier. Merci, très bonne soirée. Merci, au revoir.